Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bien dans cette vidéo d'actualité du 25 août 2026 à la veille de la réception du Fenerbahçe. Match ô combien important, évidemment sportivement, on a envie de retrouver la petite musique de la Ligue des Champions et la Ligue des Champions elle-même, avoir des belles affiches à domicile, à l'extérieur, et aussi, palper le Talma, puisque en fin de vidéo, vous voyez combien rapporte la Ligue des Champions, j'ai calculé combien rapporterait la Ligue des Champions cette saison à l'Olympique Lyonnais si on se qualifie. Vous allez voir que c'est énorme. Bref, on va parler mercato, on va voir le volume de vente qu'il va falloir faire, on va voir les joueurs qui sont potentiellement sur le départ, les arrivées, surtout les profils, bon il y a quelques noms qui circulent, mais on va commencer par un dossier qui nous intéresse parce que on comprend pas trop depuis quelques temps pourquoi, alors qu'offensivement on n'a pas des joueurs rayonnants, notamment en rotation. Pourquoi Adil Hamdani ne joue pas? Et on va peut-être avoir une explication avec l'article de l'équipe donc qui nous dit que le PSG surveille la situation du jeune de l'OL. Adil Hamdani, le PSG cible le Lyonnais qui n'a pas encore signé pro avec l'OL. Le jeune attaquant fan du club parisien viendrait pour combler un éventuel départ. Le PSG prospecte à l'OL, talent de la formation lyonnaise né à Paris. Adil Hamdani est suivi de très près par le PSG, donc on apprend qu'il est né à Paris, alors que sa situation contractuelle n'évolue pas, et pour cause, l'international U17, capable de jouer sur les deux côtés de l'attaque, mais aussi en soutien d'un avant-centre, s'est vu proposer par Lyon un premier contrat pro depuis plusieurs mois, mais qui n'a pas encore signé. Alors bon, Hugo nous disait que il voulait signer avec son club de cœur, etc. Bon, visiblement, il s'est fait un peu enfumer, puisque son club de cœur, c'est le PSG. Pour débaucher ce joueur sous contrat aspirant encore un an et qui devrait remplacer Ibrahim Mbaye en cas de départ cet été, le PSG devra s'entendre avec l'OL et débourser une indemnité de transfert. Fan du PSG depuis l'enfance. Hamdani est notamment ciblé après le jeune Montpellierin, etc., etc. Bon, écoutez, moi ça fait quand même un petit peu mal parce que je pense que parmi les joueurs qui ne sont pas dans le groupe actuellement, c'est sans doute le meilleur talent de l'académie. Peut jouer à plusieurs postes, on sent qu'il a une finesse technique exceptionnelle. Bon, après, voilà, il refuse de signer un contrat pro avec l'OL. Il faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation de Nice avec Boudache. Eh oui. Boudache, il est allé au bout de son contrat aspirant et après, il est parti gratuit. Bon, c'est bien pour nous, mais on voudrait pas que ça nous arrive avec Hamdani. Donc, il semble quand même que, voilà, il va falloir transférer Hamdani. J'ai du mal à l'évaluer, pour tout vous dire. Moi, je trouve qu'entre 8 et 10 millions d'euros, franchement, voilà, ce serait pas mal. Hein. C'est un joueur quand même qui a très peu de matchs pro derrière lui, qui a un potentiel énorme, hein, ça on est bien d'accord. Et un pourcentage sur la plus-value ou sur la revente. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous estimez que voilà, il faut transférer Hamdani tant qu'il a encore de la valeur. Il faut surtout pas le laisser partir gratuit. Et à quel prix vous voyez un départ d'Adil Hamdani. Bon, en tout cas, je pense quand même une mauvaise nouvelle parce qu'on comptait quand même sur lui pour le futur. Ça fait partie des joueurs qui, formés à l'académie, n'ont pas coûté très cher et qui auraient pu, face à une belle vente, alors dans 2-3 ans, hein, une vente peut-être à, je sais pas, 20, 25, 30 millions, on ne sait pas. Ça dépend du niveau qu'il va atteindre, franchement. Peut être déçu. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis déçu. Après, voilà, c'est sa carrière, hein, c'est lui qui décide. Mais bon, en tout cas, il faudrait maximiser avant qu'il ne parte. On va enchaîner justement avec le montant des ventes attendues, puisque un article dans l'équipe est consacré à ce sujet. Vous allez voir que ça oscille évidemment du simple au double, évidemment conditionné par notre qualification ou non pour la Ligue des Champions. On va regarder ça tout de suite. Donc article d'Hugo Guimet qui passe en revue tous les départs, arrivées, besoins, etc. de l'Olympique Lyonnais. Et il nous dit que le club a budgété une participation à la Ligue Europa. On nous dit il ne fait aucun mystère dans le milieu que l'OL, qui a budgétisé, ça dépend comment on veut le dire, une participation à la Ligue Europa a encore besoin de vendre car la dette doit être réduite. Alors bon, là aussi, c'est pas un problème de dette, c'est plutôt un problème de déficit et de trésorerie, mais bon.
Et la participation à la C1 ne changerait rien à cette quasi-obligation. Donc là, on nous dit C1 ou pas, il faudra vendre. Évidemment, C1 ou pas, il ne faudra pas vendre le même montant. Mais le montant nécessaire pour rentrer dans les objectifs financiers de l'été varie presque du simple au double selon que les Lyonnais écarteront Fenerbahçe ou qu'ils trébucheront dans cette soirée décisive. En cas de victoire, on peut estimer à 25 millions les ventes nécessaires, tandis que la somme se rapprocherait des 50 dans le cas contraire. Bon. De ce que moi je sais, alors, là Hugo, il dit pas si c'est pour ce mercato uniquement. Mais je dirais que sur l'ensemble de l'année 2026-2027, pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Alors on nous dit aussi que Michel Kang aura une importance capitale dans la suite. Et on nous dit la réalité est qu'il n'y a pas 2 scénarios, mais plutôt 9 ou 10. Souffle un acteur parisien du marché des transferts au courant du fonctionnement de l'OL. Tout va dépendre de plusieurs facteurs, tous interdépendants les uns des autres. Michel Kang va en effet jouer un rôle central dans cette dernière semaine, en impulsant la stratégie de l'OL selon qu'il se qualifie ou non. Kang n'a pas décidé sa stratégie pour la suite. Il y a 3 plans à surveiller, le cash flow, donc la trésorerie, les engagements auprès de la DNCG et avec l'UEFA. La femme d'affaires américaine peut agir sur les 2 premiers, donc apporter des liquidités et des engagements auprès de la DNCG, si le club ne rentre pas totalement dans les objectifs de vente, et c'est une décision qu'elle n'a pas encore prise. Donc en gros, on nous dit, bon, si elle ne vend pas, auprès de la DCG, si elle apporte des sous, ça peut passer. Par exemple, elle peut dire, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, bon, Fofana est très important, Schulz est très important, garde les 2. On devait apporter X, je vais le faire. Voilà. C'est la patronne. Alors ça passera au niveau de la DNCG, la DNCG elle s'en fiche. Tant que c'est financé, elle s'en fiche. Par contre, l'UEFA, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Les apports des dirigeants sont limités. Donc là, au niveau de l'UEFA, il va falloir être plus créatif. Donc on nous dit, il y a maintenant un propriétaire avec de l'argent à Lyon, ce n'est plus comme avec Textor, souffle une autre source proche du dossier. Donc s'il manque 20 millions à la fin, elle pourra toujours la compenser à la manière de McCourt à Marseille. Après le résultat de mercredi en marge du tirage au sort pour la compétition européenne qui se tiendra jeudi en fin d'après-midi, Kang devrait réunir son état-major pour définir la marche à suivre dans les prochains jours du mercato. Donc vous voyez que c'est Michel Kang, la patronne, qui a les clés. Que va-t-elle décider? Est-ce qu'elle va décider de mettre de sa poche pour donner le maximum de chance à l'OL de briller en Ligue des Champions? C'est sûr que si vous gardez Fofana et Schulz en Ligue des Champions, que vous allez chercher un 9 remplaçant, et éventuellement un numéro 6, une ou deux ventes par-ci par-là pour que ça passe, et aussi pour libérer de la masse salariale, franchement... Voilà, c'est à elle de décider. C'est à elle de décider, on verra bien. Alors justement, les amis, on va enchaîner avec les candidats au départ possibles selon l'équipe. Alors dans l'article, on n'y va pas par 4 chemins. Le scénario le plus probable est celui d'une grosse vente après celle d'Afonso Moreira pour plus de 30 millions à Leverkusen. Malik Fofana est l'élément le plus courtisé, mais l'OL ne le lâchera difficilement en dessous de 40 millions, ce que n'est pas disposé à aligner l'AS Rome, avec qui ses agents discutent. Ruben Kluivert et Pavel Schulz sont des valeurs marchandes supérieures à la vingtaine de millions, et des opportunités s'offriront à eux avant la clôture du marché, notamment en Angleterre. Tessman, Maitland Niles, Nuama ont aussi une certaine cote, tandis que Tagliafico, l'un des plus gros salaires de l'effectif, le deuxième salaire de l'effectif, pourrait avoir des prétendants. Enfin, le club cherche activement une solution de sortie pour Khaled Takar aux émoluments importants, environ 3 millions annuels, qui n'entrent pas dans les plans de l'entraîneur. Donc on nous dit, voilà, il y aura quand même une grosse vente pour rester tout simplement dans les clous des engagements qui ont été pris auprès des différentes instances. Donc ça, c'est quand même très très important à savoir. C'est vrai que l'UEFA nous empêche de faire exactement ce qu'on veut, alors que la DNCG, si vous apportez l'argent,
Elle s'en fiche. Alors que l'UEFA, c'est limité. Il faut générer des revenus football. Et les transferts, ce sont des revenus football. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui peut nous freiner. Alors, au-delà des départs attendus, il y a forcément des arrivées attendues. Et l'équipe nous dit l'OL restera jusqu'au bout attentif aux opportunités concernant un numéro 9, targetman, comme on dit, et oui, des anglicismes un peu partout, c'est-à-dire un attaquant de surface capable de jouer dans le registre de Yaremchuk, prêté par l'Olympiakos en seconde partie de saison dernière. En cas de vente d'un milieu de terrain, donc on pense évidemment à Tessman, la cellule a anticipé plusieurs dossiers pour compenser le départ, ce qui sera aussi le cas si un joueur offensif important est amené à partir. C'est-à-dire que bon, si Fofana part, il sera remplacé. On veut un numéro 9 en plus, même s'il n'y a pas de départ. Et un numéro 6 s'il y a des départs. Alors parmi les numéros 6, on parle de Caceres, du TFC. Bon, il faut savoir évidemment que ce numéro 6, ce sera une rotation, hein, ça ne va pas se mentir. Bon, il y a d'autres profils qui ont émergé récemment, je vous renvoie à mes vidéos récentes. Mais en tout cas, voilà, les départs seront compensés. On veut un numéro 9 en plus. Je pense que si Maitland Nice part, on prendra personne, parce que déjà, on a Mata qui peut jouer à droite, on a Kluivert qui peut jouer à droite, et évidemment, on a celui qui nous a vraiment enthousiasmé lors du dernier match, Zachary Atekame, pareil en défense centrale. Pour moi, superbe match, très très prometteur de Bacher, plus Niakate, plus Camara, et puis Kluivert et Mata qui sont polyvalents. Donc je pense que sur ces postes-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des arrivées qui me paraissent de toute façon pas spécialement nécessaires. Voilà donc pour le mercato. Bon, ça va être un feu d'artifice entre jeudi et je crois que c'est mardi prochain, le 1er septembre. Donc je crois que ça se termine à 20h. Bon, je ferai sans doute un live pour vivre les dernières minutes du mercato mardi prochain, si c'est bien le 1er. Honnêtement, j'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est ça. Bien, on va passer à combien rapporte la Ligue des Champions. Évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément et ça donne, je dirais, l'importance du match de demain. Alors les amis, beaucoup de chiffres circulent par rapport à combien rapporterait une qualification en Ligue des Champions. Bon, l'équipe a dit 23 millions, je vous rassure, c'est beaucoup plus. Tout simplement parce que l'équipe dit c'est 23 millions minimum. Mais bon, je pense pas qu'on puisse calculer comme ça. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est pas très cohérent. Tout simplement parce qu'il y a des matchs, il y a des droits télé. 23 millions, c'est vraiment juste la participation, c'est tout. Et puis l'indemnité pour participer au barrage. Donc évidemment, autant vous dire que ce sera beaucoup plus. Donc j'ai fait une infographie que je vais détailler. Vous voyez, j'espère qu'elle est quand même assez claire. Donc à gauche, on a les revenus UEFA, donc du fait de la participation à la Ligue des Champions. Donc ça, c'est les revenus versés par l'UEFA. À droite, ce sont les revenus dérivés, c'est-à-dire les augmentations que l'on peut attendre sur différents aspects. Et j'ai pris un scénario qui, je pense, est assez cohérent. Le scénario, c'est quoi? C'est en phase de poule, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Ça me paraît pas dingue. Il y aura des très fortes équipes, mais il y aura des équipes chapeau 3, chapeau 4. Donc à domicile, puis peut-être une à l'extérieur, on peut avoir des résultats. Je compte une 17e place au classement, puisque mieux vous êtes classé, plus vous avez une dotation importante. J'ai pas pris de qualification pour les 8e de finale, mais sachez que si vous qualifiez pour les 8e de finale, c'est 11 millions de plus. Ça vaut le coup. Bien, alors comment ça se décompose? Les revenus UEFA, c'est 53,82 millions, c'est ce que vous avez au milieu. Donc dedans, on a la prime de participation. C'est-à-dire que là, quoi que vous fassiez, le simple fait de participer, vous avez déjà 18 millions. Si on est dans mon scénario, c'est-à-dire 3 victoires de nul, vous récupérez environ 8 millions en plus.
Si vous finissez 17e, vous récupérez 5,5 millions en plus. Et il y a ce qu'on appelle le pilier valeur. Alors ça, ce sont les droits télé. 22 millions. Là, c'est une estimation. Tous les autres, ce sont des chiffres incontestables. Les 22 millions, c'est une estimation. Mais je peux vous dire que ça peut même être plus. Parce que si on va en huitième de finale et que d'autres équipes françaises sont éliminées avant les huitièmes de finale, on aura plus de droits télé. Donc ça peut chiffrer. Au niveau des produits dérivés, eh ben, j'ai mis bonus billetterie, tout simplement. Alors, c'est bonus par rapport à l'année dernière en Ligue Europa. On peut imaginer que chaque match à domicile va rapporter un peu plus d'1 million du fait de la Ligue des Champions. Tout simplement, les prix sont plus élevés. C'est pas plus compliqué que ça. Les produits de la marque, donc voilà, les maillots, tous les goodies. J'ai mis 5 millions de plus. C'est une augmentation de 20% par rapport à ce qu'on fait actuellement. Le bonus sponsoring, là, c'est vous attirez des sponsors quand vous faites Ligue des Champions. Simplement, vous êtes vu sur tous les grands stades européens et évidemment sur Canal+, en match premium, donc évidemment. Donc j'ai compté 6 millions, ce qui fait 17 millions en tout. Donc 53,82 millions, c'est les revenus UEFA, plus 17 millions, ce que j'ai appelé les bonus sur des revenus déjà existants. Donc en tout, ça fait 71 millions. Évidemment, plus vous performez, plus ce montant augmente. Donc si vous faites 4 victoires, chaque victoire c'est 2 millions. Si vous allez en huitième de finale, j'ai pas compté le huitième de finale, hein, admettons que vous gagnez, pour aller en huitième de finale, si on est 17e, il faudra passer par un barrage. Donc là, ça veut dire que vous encaissez 13 à 14 millions de plus. Donc déjà, on est presque à 85 millions. Truc de fou. On peut arriver avec un parcours exceptionnel au sans patate. Donc vous voyez, l'enjeu, il est absolument colossal. Bon, ça, évidemment, on ne pourra pas le savoir avant d'avoir fait la compétition. Mais évidemment, c'est alléchant. C'est alléchant, mais aussi pour les dirigeants et pour la dirigeante, Michel Kang. Imaginez quand même. Potentiellement 80 millions si vous faites les huitièmes de finale. Donc elle pourrait se dire, bon, ça vaut peut-être le coup de garder par exemple un Pavel Schulz qui peut vous apporter des solutions quasiment sur tous les postes offensifs, plutôt que de vendre Pavel Schulz et Malik Fofana. Peut-être qu'elle va mettre une petite rallonge pour qu'on ait un ailier droit un peu supérieur à ce qu'on a actuellement, même si je crois beaucoup en Boudache. Bon, ça me déplairait pas qu'on ait un joueur un peu plus référencé, avec un peu plus d'expérience. Bon, ça va être passionnant, évidemment, donc déjà demain, de suivre le match. Alors, je ne commenterai pas le match. Je vous ferai un débrief jeudi. Jeudi, ce sera aussi donc la dernière ligne droite du mercato. Donc évidemment, tout ça est extrêmement emballant, extrêmement excitant. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à booster la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao les gars.